Début mai 1943, les Alliés étaient sur le point de prendre Tunis et remporter ainsi leur première victoire terrestre contre les armées de l'Axe. La victoire était proche, mais les combats étaient encore durs. À la fin de la campagne, 275 000 soldats allemands et italiens avaient été faits prisonniers. À l'origine de cette victoire alliée, une opération exceptionnelle effectuée par l'un des sous-marins les plus remarquables de la guerre, le HMS Seraph, spécialiste des missions secrètes. Le Seraph allait sauver des milliers de jeunes soldats alliés. Seraph était unique pour une autre raison. Il fut le seul bateau allié dont le commandement fut, un temps, exercé à la fois par la Royal Navy et par l'US Navy. 2 pavillons, 2 capitaines. Le capitaine britannique était le jeune lieutenant Norman Jewell, plus connu sous le surnom de Bill. Pour la première mission du Seraph en Méditerranée, Jewell partageait le commandement avec le capitaine américain Gerald Wright. Tous les deux aidèrent à changer le cours de la guerre. Seraph survivrait à la guerre et deviendrait le plus vieux bâtiment en service dans la marine britannique. Mais en attendant, sa première mission suivit d'à peine quelques mois ses essais en mer en mai 1942. Lancé en novembre 1941, le Seraph était un sous-marin de classe S, armé de 6 tubes lance-torpilles de 21 pouces à la proue et d'un canon de 100 mm sur le pont avant. Il emportait à bord 12 torpilles et son équipage, composé de 44 officiers et marins, logeait dans des quartiers exigus, le lot habituel des sous-mariniers. Le commandant du Seraph, d'une modestie désarmante, mesurait 1,80 m. Cette taille, comme pour beaucoup d'autres pilotes de chasse et sous-mariniers, paraissait incongrue au regard de l'espace confiné qu'il commandait. En 1939, la Méditerranée était un théâtre naval dominé par la flotte française. L'architecte de cette puissance était l'amiral Jean Darlan, commandant en chef de la flotte. Les menaces de guerre avec l'Allemagne allant grandissant, la France avait mis en route un programme de réarmement naval dès 1938. Parmi ces nouvelles unités, bien peu auraient l'honneur de combattre. À l'approche de la guerre, les flottes combinées britanniques et françaises en Méditerranée affichaient leur supériorité sur l'autre puissance navale de la région, l'Italie. La France et la Grande-Bretagne possédaient 3 porte-avions, l'Italie aucun. Les bâtiments français et britanniques en service ou en construction étaient au nombre de 11. Les Italiens n'en avaient que 4. Cette supériorité théorique masquait le fait que les Britanniques stationnaient leurs plus vieilles unités en Méditerranée. De plus, comparé aux Italiens et aux Français, les Britanniques y avaient moins d'une douzaine de sous-marins. Le rapport des forces était donc à peu près équilibré. Le 10 mai 1940, l'Allemagne envahissait la France. Les Français et les Britanniques ne purent résister à la supériorité des blindés et de l'aviation allemande. Le 14 juin, le drapeau à croix gammée flottait sur la tour Eiffel. Hitler fit sa première et dernière visite à Paris en touriste conquérant. Quatre jours auparavant, le dictateur italien Benito Mussolini, allié de Hitler, avait déclaré la guerre à la France. Il avait quand même attendu d'être sûr que les Français soient battus.
Il envoya alors 2 corps d'armée par les Alpes-Maritimes pour essayer de mettre la main sur le riche territoire de la Côte d'Azur. En face, les Français n'alignaient que 4 divisions, mais ils n'eurent pas trop de mal à repousser les Italiens. Mussolini fut obligé de mendier l'aide de l'aviation allemande pour déposer des troupes derrière les lignes françaises et remporter une maigre victoire. L'allié italien de Hitler serait plus un point mort qu'une aide efficace pour assouvir l'ambition stratégique allemande. La bataille de France était finie et son vieux chef, le maréchal Pétain, obligé d'accepter la partition de la nation. Les Allemands occupaient totalement le nord et l'ouest de la France, y compris Paris, les côtes de la Manche et les ports de l'Atlantique. Pétain commandait nominalement le reste, y compris les colonies d'Indochine, d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Le nouveau Premier ministre britannique, Winston Churchill, s'intéressait de très près au sort réservé à la flotte française. Si l'Allemagne ou l'Italie s'en emparaient, la position de la marine anglaise en Méditerranée deviendrait intenable. Il fallait que la Royal Navy évite cela. La plupart des unités de la flotte française étaient ancrées à Mers el-Kébir, en Algérie. Le 3 juillet 1940, une escadre britannique commandée par le vice-amiral Somerville attaquait Mers el-Kébir. Elle coulait le cuirassé Bretagne, endommageait sérieusement les unités de ligne Dunkerque et Provence, ainsi que le torpilleur Mogador. Un cuirassé et plusieurs torpilleurs réussissaient à s'échapper et à gagner Toulon. Il y eut 1000 victimes côté français. L'opération était une réussite, mais laissa chez les Français un amer ressentiment envers les Anglais. La France hors de combat, l'Italie assurait son lien méditerranéen avec sa colonie éthiopienne. Par contre, la marine et l'aviation italienne menaçaient de couper le lien stratégique britannique entre Gibraltar et Alexandrie, port d'attache de la flotte britannique de Méditerranée. Sur le papier, les Italiens semblaient avoir l'avantage. Ils étaient supérieurs en nombre à la marine anglaise qui avait été obligée de redéployer quelques grosses unités, et de plus, ils disposaient de bateaux plus modernes. Mais pour rien au monde, l'état-major de la marine italienne n'aurait risqué un tel enjeu dans un combat contre la flotte anglaise. Anticipant une capitulation britannique qui mettrait un terme à la guerre en Europe, Mussolini était bien décidé à garder sa flotte intacte. Le commandant de la flotte britannique de Méditerranée était l'amiral Cunningham, un marin combatif dont la tâche essentielle était la destruction de la flotte italienne et le maintien de la route d'approvisionnement vers Malte et l'Égypte. Cunningham ne pouvait pas se permettre de jouer un rôle passif. Le 9 juillet 1940, sous le commandement de Cunningham, la force H de l'amiral Somerville, basée à Gibraltar, et la force de Méditerranée basée à Alexandrie, accrochaient la plus grande partie de la flotte italienne entre la Sardaigne et la Calabre, lui infligeant de gros dommages et l'obligeant à rompre le combat. Cunningham savait que le contrôle de la Méditerranée centrale et le théâtre d'opération nord-africain dépendaient de la sauvegarde de Malte, située à 50 milles nautiques au sud de la Sicile. Malte était défendue par une forte garnison, de l'artillerie côtière et de l'aviation, mais sa survie dépendait des convois d'approvisionnement venant de Gibraltar. Ceux-ci étaient continuellement attaqués par l'aviation italienne. Les pertes étaient lourdes de chaque côté.
Mais Malte survivrait. En novembre, Cunningham décidait d'utiliser ses avions embarqués pour lancer une attaque éclair contre la base navale de Tarente, à la pointe de l'Italie. Les bombardiers biplans Swordfish, obsolètes mais très efficaces, attaquèrent Tarente la nuit en 2 vagues. Le résultat fut spectaculaire. 3 cuirassés étaient gravement touchés. 2 restèrent en réparation pendant plusieurs mois. Le 3e ne fut jamais remis en service. La flotte navale italienne se retira de Tarente. Les armées italiennes en Afrique du Nord n'avaient pas un meilleur sort. En décembre 1940, l'armée britannique de l'Ouest, commandée par le maréchal Wavell, anéantit une force italienne supérieure qui s'était introduite en Égypte depuis la Libye. Les Britanniques poursuivirent les Italiens pendant 800 km. Ils firent 130 000 prisonniers. L'Italie accumulait les désastres. En octobre 1940, Mussolini, n'ayant pas été consulté par les Allemands pour l'invasion de la Roumanie, voulut montrer de quoi il était capable et monta une invasion de la Grèce depuis l'Albanie. L'avance italienne fut brisée par les Grecs, qui en profitèrent pour rejeter presque complètement les Italiens hors de l'Albanie. Le maréchal Wavell reçut l'ordre d'envoyer un renfort britannique pour soutenir les Grecs. Lorsque les Allemands envahirent les Balkans en avril 1941, les Britanniques firent rapidement face à leur 3e retraite majeure depuis le début de la guerre. Les avions de transports allemands qui volèrent au-dessus du Parthénon furent ensuite utilisés pour une invasion aéroportée sur la Crète, où s'étaient réfugiés 10 000 soldats grecs et 32 000 soldats britanniques qui avaient évacué le continent. Des combats désespérés suivirent les premiers atterrissages du 20 mai. Mais la prise par les Allemands du très stratégique aéroport de Malem leur assura la victoire. La Crète devait être abandonnée à l'Axe. Au sud de la Méditerranée, les Britanniques devaient faire face à un nouvel adversaire. Le général Erwin Rommel venait d'être nommé commandant en chef des troupes allemandes, envoyé pour soutenir les troupes italiennes en Afrique du Nord. Mais Rommel n'était pas venu pour faire de la figuration dans le désert occidental. L'Africa Corps entrait rapidement en action. Rommel bouscula les Anglais hors de Cyrénaïque et mit le siège devant le port de Tobrouk. Sa première offensive ouvrait une campagne en dents de scie pendant laquelle Rommel n'arrêterait jamais de menacer l'Empire britannique sur l'Égypte. Cependant, en 1941, Winston Churchill rencontrait Theodore Roosevelt à Placentia Bay, dans le Newfoundland. Les 2 hommes discutèrent des moyens de combattre l'Allemagne. Leur plan n'était cependant viable que si les États-Unis entraient en guerre. Pour Churchill, ce n'était pas pour demain. En septembre 1940, l'Amérique mobilisait. First number drawn by the Secretary of War is serial number 158. L'attente prit fin le 7 décembre 1941, quand, sans avertissement, les Japonais attaquaient la grande base navale américaine de Pearl Harbor sur l'île de Hawaï. Cette opération s'était inspirée de la réussite des Britanniques à Tarente. Le 22 décembre 1941, Roosevelt et Churchill se rencontraient avec leurs collaborateurs à Washington. En dépit de l'insistance des amiraux américains, Roosevelt et Churchill donnèrent priorité à la lutte contre l'Allemagne. La défaite de Hitler devait passer avant le Pacifique. En janvier 1942, le premier soldat américain débarquait en Irlande du Nord. C'était l'avant-garde d'une immense armée qui allait libérer l'Europe.
Mais pour le moment, il fallait repérer les lieux. Les combats viendraient plus tard. Au cours de l'été 1942, Rommel infligea une défaite majeure aux Anglais de la 8e armée, captura Tobrouk et poursuivit les Britanniques jusqu'en Égypte. Ces lignes étaient étirées au maximum. Et ces tanks étaient à court de carburant. C'est à ce moment précis, lorsque la bataille du désert atteignait son paroxysme, que le Séraph, arrivé en Méditerranée, rejoignait la 8e flottille de sous-marins de la flotte anglaise. La guerre sous-marine était déjà une guerre difficile, mais les eaux bleues et transparentes de la Méditerranée facilitaient encore la tâche des avions de reconnaissance pour repérer les bâtiments en plongée. Et la surveillance dont les eaux peu profondes de la côte italienne étaient l'objet ne laissait aucune chance aux sous-marins de se réfugier dans la sécurité des profondeurs. En patrouille, le service à bord des sous-marins inversait la vie normale. De jour, le navire restait en immersion. Le petit déjeuner était servi à la nuit tombante et la journée de travail commençait. Le 19 septembre, le Séraph était en route pour sa première mission, déposer des équipes de reconnaissance sur les côtes nord-africaines. À la nuit, les commandos gagnèrent les plages dans leurs canoës. Pendant la journée, le Séraph croisa au large, prenant des photographies grâce à son périscope. L'équipage du Séraph se doutait bien qu'un débarquement allié était en préparation, mais personne n'en connaissait ni le lieu ni la date. Pour l'instant, leur tâche était de recueillir des informations. Lorsqu'ils rentrèrent à Gibraltar le 12 octobre, les membres de cette mission étaient devenus des spécialistes des côtes algériennes. Le lieutenant Jewell et son équipage ne savaient pas qu'ils avaient un allié important à Bletchley Park, en pleine campagne anglaise. À 80 km au nord de Londres, Bletchley était l'école gouvernementale de codage et déchiffrage britannique. C'est là que les spécialistes britanniques avaient percé le secret de la machine à encoder allemande, nom de code Enigma. Les signaux émis en morse étaient encodés par Enigma, un appareil ressemblant à une grosse machine à écrire. À réception, il suffisait d'avoir le même appareil et les mêmes clés de code pour déchiffrer le message. Jusqu'à la fin de la guerre, le haut commandement allemand croira que ces lignes de lettres et de chiffres, a priori incompréhensibles, étaient inviolables. Et pourtant, à Bletchley, les analystes et les spécialistes du décodage les lisaient régulièrement. En Méditerranée, les messages interceptés permirent aux Alliés de connaître exactement les routes et les horaires des cargos approvisionnant l'Africa Corps. Puis les écoutes se tournèrent vers les mouvements aériens au-dessus du désert. Les sous-marins britanniques eurent leur part dans cet affaiblissement des forces de l'Africa Corps. Cependant que Rommel était à court d'approvisionnement, la 8e armée britannique se renforçait massivement. Les troupes arrivaient de Grande-Bretagne et de l'Empire, les chars venaient d'Amérique. Le nouveau commandant en chef de la 8e armée, le général Montgomery, était sûr de battre Rommel dans un combat d'usure. En juillet 1942, à Londres, les Anglais et les Américains s'étaient mis d'accord pour un débarquement conjoint en Afrique du Nord. C'était la meilleure deuxième option après celle d'un débarquement par la Manche, irréalisable en 1942.
L'opération sur l'Afrique du Nord, nom de code Torche, serait un bon entraînement pour les troupes américaines se rassemblant en Angleterre et celles se préparant durement aux États-Unis. Cela serait également vrai pour les réserves britanniques devenues disponibles maintenant que la menace d'invasion allemande s'éloignait. Les Américains étaient suprêmement confiants, bien que cela serait leur baptême du feu. Une question épineuse restait cependant en suspens. Quel accueil les 150 000 hommes de troupes fidèles à Vichy, stationnés en Afrique du Nord, allaient-ils réserver à ces armées inexpérimentées? Lorsque les troupes s'embarquèrent aux États-Unis, cette question était toujours sans réponse. Le commandant en chef de cette opération était le général américain Dwight D. Eisenhower. Ike, comme on le surnommait, était le fils d'émigrés allemands venus dans les années 1890 et installés au Texas. Sa carrière allait le porter bien loin du Texas. Il avait fait l'académie militaire de West Point et en était sorti en 1920 avec le grade de commandant. Lorsque l'Amérique entra en guerre, il fut choisi comme chef de la division au plan, puis chef de la division des opérations par le chef d'état-major des armées, le général George Marshall. La même année, Eisenhower allait être nommé commandant en chef des troupes US en Europe. L'opération Torche se divisait en 3 groupes. Celui de l'Ouest, venu directement des États-Unis, débarquerait à Casablanca. Celui du Centre, venu d'Angleterre, débarquerait à Oran. À l'Est, un groupe américano-britannique dont la cible était Alger. Ces débarquements auraient lieu immédiatement après qu'une grande attaque soit lancée contre Rommel à El Alamein. L'attitude des Américains et des Britanniques à l'égard de Vichy était très tranchée. Les Américains avaient maintenu des relations diplomatiques avec le gouvernement de Vichy et étaient prêts à traiter avec lui. Depuis juin 1940, pour les Britanniques, Vichy était dans le camp ennemi. En France, Pétain restait populaire. L'extrême droite française était forte. En Afrique du Nord, le souvenir de l'attaque anglaise sur Mers el-Kébir était encore frais. En Centrafrique, cependant, la majorité soutenait le chef des forces françaises libres, le général de Gaulle. Mais pour les troupes françaises d'Afrique du Nord, la légalité, c'était encore Pétain et Vichy. C'était la tâche des diplomates américains de se frayer un chemin dans cette jungle. Le plus important d'entre eux était le représentant diplomatique américain en poste en Afrique du Nord, Robert D. Murphy, qui avait des amis chez les Français haut placés. Avec l'assentiment du général anti-nazi commandant les forces françaises en Afrique du Nord, le général Weygand, Murphy avait monté un réseau d'espionnage. Dans les semaines qui précédèrent l'opération Torche, Murphy fut secrètement convoqué à Washington pour un rapport personnel au président et au général Marshall. Murphy expliqua que tout dépendait de 3 personnages clés du régime de Vichy. Le plus pro-américain était un gradé de haut rang, le général Charles Mast, commandant les forces françaises en Algérie. Mast avait hâte de rencontrer secrètement les Américains. L'énigmatique amiral Darlan, représentant de Pétain, était un personnage beaucoup plus important. Si les Américains voulaient traiter avec Vichy, pourquoi Darlan ne succéderait-il pas à Pétain, vieux et discrédité? Le troisième était le joker du jeu, le général Giraud. Héros des 2 guerres, aujourd'hui virtuellement aux arrêts dans la France de Vichy, il était celui qui avait tenté de rallier la France aux Alliés. Darlan, lui, avait prêté allégeance à Pétain et se retrouvait commandant en chef des forces d'Afrique du Nord. Mais il avait fait comprendre à Murphy que ces hommes pourraient se retourner contre les Allemands pourvu que le débarquement soit une démonstration de force. Il n'est pas surprenant que Murphy commençât à y perdre son latin.
En débarquant en Afrique du Nord, l'opération Torche serait-elle accueillie avec des fleurs ou avec des obus? Le jour J étant dans moins de 3 semaines, le haut commandement voulait savoir. Il fut décidé d'accéder à la demande de Mast et d'envoyer une mission secrète en Algérie afin de parler avec les éléments pro-américains de l'armée de Vichy. Mast reçut le nom de code de porte-drapeau. Il serait le premier test. Eisenhower voulait s'y rendre lui-même, mais celui qui fut choisi était son adjoint pour Torche, le général Mark Clark. Le dynamique et très grand général Clark avait fait une carrière fulgurante dans l'armée américaine. Clark était né dans une famille de militaires en 1896. Diplômé de West Point en 1917, il avait combattu en France et avait été gravement blessé alors qu'il commandait un bataillon d'infanterie. Clark n'était pas un choix évident. Il ne parlait pas français et croyait naïvement que les Français d'Afrique du Nord n'avaient d'autre choix que d'accueillir la bannière étoilée ou de la saluer de force. Néanmoins, le 17 octobre, Clark se rendait au 10 Downing Street pour y être reçu par Churchill qui lui donnait son ordre de mission. Churchill confia à Clark que cette mission pouvait sauver des milliers de vies humaines. Clark ne pouvait agir seul. Alors qu'à Londres on préparait la mission dans la fièvre, il réunit une délégation apte à rencontrer le général Mast et qui, espérait-on, pourrait revenir avec des informations sur ce qui se passait exactement en Afrique du Nord. Parmi les membres de cette délégation, le général de brigade Lemnitzer, chef de la section plan des forces alliées, dont la tâche consistait à ramener le maximum d'informations sur le dispositif français vichiste. Le colonel Holmes, ex-officiel du département d'État, et dont on espérait qu'il pourrait trouver son chemin dans ce labyrinthe diplomatique miné. Le colonel Hotch Hamblen, l'un des spécialistes approvisionnement et transport de l'opération Torche, qui tenterait de glaner des informations sur les capacités portuaires. Et enfin, le capitaine Gerald Wright de la marine américaine, officier de liaison navale de Eisenhower. Le 19 octobre au soir, Clark et sa délégation s'envolaient pour Gibraltar à bord de 2 B-17, dont l'un était piloté par le major Paul Tibbets, celui qui, le 6 août 1945, lâcherait la bombe atomique sur Hiroshima. La délégation américaine emportait des milliers de dollars en pièces et en billets cachés dans des ceintures. Les passe-droits pouvaient s'avérer nécessaires si l'opération tournait mal. À leur arrivée à Gibraltar, Clark et ses collègues furent immédiatement conduits à la maison du gouverneur, la résidence du gouverneur général, le général Sir Frank Mason McFarlane. C'est à ce moment que le Séraph intervient. Bill Jewell était maintenant informé que son sous-marin avait été choisi pour une mission politique spéciale. Le message de l'amirauté se poursuivait ainsi. La plus grande discrétion est demandée en ce qui concerne les informations à transmettre aux officiers et tous ordres ultérieurs devront être détruits après mémorisation. Son commandant de flottille dit à Jewell qu'il devait s'attendre à recevoir des invités inattendus. Le Séraph devait être prêt à prendre la mer à tout moment. Les événements se précipitaient à Gibraltar, où Eisenhower allait bientôt installer son quartier général dans une des salles profondément enfoncées dans le rocher. À la maison du gouverneur, Jewell découvrit à quel point ses invités étaient inattendus
et aussi pour quel genre de mission politique spéciale le Séraph avait été désigné. Parce que non seulement le Séraph allait transporter Clark et sa délégation, mais en plus, Jewell et son équipage allaient devoir être leur hôte à bord. 3 commandos britanniques accompagnaient les Américains sous les ordres du capitaine Godfrey Courtney, dit Jumbo. Jewell connaissait Courtney et ses compagnons, le capitaine Livingstone et le lieutenant Foote, pour avoir participé à des opérations d'entraînement avec eux sur le Holy Loch en Écosse. Ils étaient armés jusqu'aux dents, prêts à tout, mais sans savoir à quoi. Leur entraînement en Écosse avait un avantage. Les 3 hommes étaient des experts dans le montage et le maniement des canoës pliants. C'est avec ces engins que Clark et ses collègues seraient débarqués pour le rendez-vous avec le général Mast en Algérie. Malheureusement, aucun des Américains n'avait jamais utilisé ces engins. Entre-temps, en Algérie, Murphy continuait de jouer un jeu d'espionnage en bonne partie de son cru. À Londres, Eisenhower était angoissé par le manque d'informations sur les vraies intentions de l'armée de Vichy et pour ce qui restait de la flotte française, consignée à l'ancre, mais toujours dangereuse. Peut-être Clark, maintenant à bord du Séraph, rapporterait-il la réponse. Le 21 octobre, à 4 heures du matin, le Séraph était en vue de son objectif, la baie de Cherchell, à 80 km à l'ouest d'Alger. Jewell identifia le bâtiment à tuiles rouges, un bâtiment de ferme inutilisé en retrait de la plage, où Clark devait rencontrer Mast. Comme le jour se levait, le Séraph s'éloigna et plongea en eau profonde. Il devait revenir le soir après la tombée de la nuit. À 11 heures du soir, après une interminable attente, le signal convenu parvint de la maison. Le moment était venu pour Clark, ses collègues et les 3 commandos de pagailler pendant 500 mètres jusqu'à la plage. Ils avaient pris le temps de s'entraîner une fois depuis Gibraltar. Et maintenant, c'était pour de vrai. Après une heure d'angoisse, les commandos signalaient par radio que tout le monde était à terre et que le bon comité d'accueil les attendait. Le Séraph disparut dans l'obscurité pour recharger ses batteries et attendre. Le général Mast attendait dans la ferme, accompagné par l'ambigu Robert Murphy et une brochette d'officiers d'état-major. Séraph était à 12 km au large. Clark et ses collègues étaient seuls. Clark lui-même fut pris dans la toile tissée par Murphy. Murphy préconisait que Mast soit en retrait de Darlan. Mais Mast proclamait sa loyauté à Giraud. De plus, Mast voulait avoir plus de détails sur le débarquement, en particulier sur l'engagement britannique. La journée passa et la nuit tomba. Alors que la discussion s'éternisait, quelques douaniers vichistes eurent l'idée de venir faire un tour, ayant entendu parler de mouvements inhabituels autour de la maison vide. Peut-être s'agissait-il de contrebandiers. Ils décidèrent d'aller jeter un coup d'œil. Clark et ses collègues évitèrent la capture en disparaissant par une trappe dans la cave. Au-dessus d'eux, alors qu'ils retenaient leur souffle, ils entendaient Mast et Murphy essayer de convaincre les douaniers qu'ils avaient interrompu une beuverie. Il était temps de partir pour les Américains. Délivrés de leur cave, Clark, sa délégation et les commandos retournèrent à la plage, espérant être rapidement à bord du Séraph. Entre-temps, le mauvais temps s'était levé. La mer se creusait et les déferlantes étaient impossibles à franchir pour les fragiles embarcations. Jumbo Courtney avait littéralement failli noyer Clark
en essayant de s'éloigner de la plage. Il fut décidé d'attendre que le temps se calme avant de faire une autre tentative. Comme ils ne pouvaient pas retourner à la maison, ils attendirent dans les dunes. Cette attente imprévue donna à Clark le temps de faire le point sur ce qu'ils avaient appris. Clark n'avait ni discuté des plans alliés, ni laissé entendre qu'une partie des moyens était déjà en route. Mais il avait appris des choses importantes. La capacité de tonnage des ports d'invasion, les plans de la marine française pour repousser un débarquement, où se trouvaient les principaux points de résistance et où les choses étaient les plus faciles. Tôt le matin du 23, le Séraph se rapprocha discrètement à moins de 250 mètres de la côte. La mer était toujours mauvaise, mais Courtney repéra 2 passages plus calmes à l'est et à l'ouest. Pour des raisons encore inexpliquées, Clark laissa sur place son pantalon d'uniforme avec ses initiales. Une des prames chavira, envoyant par le fond des documents, de l'argent et des armes. Cependant, le petit groupe regagna le sous-marin sain et sauf. Ses passagers embarqués, le Séraph s'éloigna rapidement de la dangereuse bande côtière. Le lendemain matin, en pleine mer, les passagers étaient transférés à bord d'un hydravion Catalina et s'envolaient vers Gibraltar faire leur rapport à Eisenhower. Plus tard, ils furent décorés pour cette action et fondèrent le très fermé Club de canoë d'Afrique du Nord. Alors que Clark rejoignait Gibraltar, Montgomery avait lancé son offensive contre l'Africa Corps sur El Alamein. Après un combat acharné de 10 jours, la 8e armée faisait une brèche dans les défenses de l'Africa Corps, qui entamait alors sa longue retraite à travers la Libye jusqu'à la Tunisie. Cependant que la bataille faisait rage à El Alamein, la force de débarquement s'approchait des côtes nord-africaines. À Cherchell, Mast avait assuré que dans le cas d'un débarquement, le général Giraud en personne se rendrait sur les lieux. Le débarquement avait été prévu le 8 novembre. Il fallait ramener Giraud du sud de la France. Le Séraph fut à nouveau choisi pour une mission secrète. Après son entrevue avec Mast, Clark avait prévenu Jewell qu'il lui donnerait très vite une nouvelle mission. Ce serait celle-là. Le contact avait été établi avec Giraud, qui ne voulait pas entendre parler des Anglais et ne voulait avoir affaire qu'avec les Américains. Pour cette seconde mission, le HMS Séraph fut donc rebaptisé USS Séraph, sous pavillon américain, et commandement nominatif du capitaine Gerald Wright. Une fois encore, le bâtiment quitta Gibraltar, emportant Wright et un autre officier américain, le lieutenant-colonel Bradley Gaylord de l'aviation américaine. À bord se trouvait également Jumbo Courtney et ses joyeux égorgeurs. La bannière étoilée avait remplacé l'Union Jack et l'équipage s'entraînait joyeusement à prendre l'accent américain. L'homme qu'ils allaient chercher en France de Vichy n'était pas un officier ordinaire. C'était un patriote, mais l'un de ceux dont les Alliés savaient qu'il faudrait le traiter avec des gants. Giraud avait pour nom de code Kingpin, le pion du roi. Au début de la Première Guerre mondiale, Giraud avait été un brillant officier de cavalerie.
Le front ouest n'était pas fait pour la cavalerie. Cependant, Giraud acquit une certaine célébrité lorsqu'après avoir été fait prisonnier, il réussit une évasion étonnante du camp où il était enfermé. Entre les deux guerres, Giraud devint fameux comme instructeur à l'école de guerre et plus tard comme gouverneur de la place de Metz. En mai 1940, alors que la bataille était déjà perdue, Giraud prit le commandement de la 9e armée. C'était un cadeau empoisonné. Le front tournait à la débâcle côté français. Une nouvelle fois, Giraud se retrouvait prisonnier en Allemagne. Pendant 2 ans, il prépara son évasion. De retour à Vichy, Giraud fit tout pour ne pas être envoyé en Allemagne en échange de prisonniers français. À l'automne 1942, Giraud entamait ses premières négociations secrètes avec le général Mast. Giraud prévoyait le débarquement américain et se voyait tout à fait dans le rôle de commandant en chef après que les Américains auraient débarqué. Le général de Gaulle, chef de la France libre à Londres, était le grand absent de toutes ces tractations. Les Américains faisaient si peu confiance à de Gaulle qu'ils préféraient encore traiter avec un aventurier comme Giraud ou avec le très vichiste Darlan. En liaison avec Londres, la résistance française avait organisé l'extraction de Giraud par sous-marin vers Gibraltar. Le lieu d'embarquement était la station côtière du Lavandou. Un deuxième sous-marin britannique était de la partie. Le HMS Sibylle avait rendez-vous avec un deuxième groupe de Français. Dans la nuit du 5 novembre, le Séraph attendait Giraud à quelques encablures d'une plage proche du Lavandou. Avec beaucoup de retard, le général Giraud fut finalement embarqué grâce au bateau d'un pêcheur local. Cette opération devenait un véritable casse-tête pour Jewell et son équipage. Tension aggravée encore par la présence dans les parages d'un bateau de reconnaissance allemand qui, heureusement, ne repéra pas les deux sous-marins en surface. À bord, Giraud se rendit compte de la tentative de maquillage du Séraph. Et pour ajouter encore à cette situation, Giraud s'avéra parler un anglais parfait. Giraud refusa également de signer une déclaration préparée par Eisenhower, déclarant ingénument qu'il n'était qu'un simple soldat ne pouvant se mêler de politique. C'est à ce moment que la radio du Séraph tomba en panne. La flotte d'invasion en était maintenant à un point de préparation qui ne pouvait échapper aux renseignements allemands. Les troupes d'assaut se préparaient au combat. L'espionnage de la marine allemande observait l'avancée de cette force de débarquement, mais conclut à tort qu'il s'agissait d'un convoi de ravitaillement pour Malte. Les observateurs étaient eux-mêmes observés. Dans les baraquements de Bletchley, les déchiffreurs notaient chaque mouvement côté allemand. Des messages de la Luftwaffe apportèrent des informations rassurantes. Aucun mouvement de renfort n'était envoyé en Afrique du Nord à l'approche du jour J. À ce point de la guerre, la cellule Ultra avait acquis une telle connaissance des forces ennemies qu'il lui était possible de dire si des unités qui auraient pu bouger restaient l'arme au pied. En espionnage, le négatif apporte aussi son lot de positifs. Hitler et ses alliés attendaient, quant à eux, de savoir où les Alliés allaient frapper la prochaine fois. En attendant, sa radio toujours en panne, Jewell avait pris la décision de faire surface en plein jour au mépris des règles de sécurité. Le risque était grand, car les avions alliés avaient reçu l'ordre d'attaquer tous les sous-marins à vue. Miraculeusement, le premier avion qui les vit était le Catalina qui cherchait le Séraph, anxieusement attendu à Gibraltar.
Giraud fut transféré à bord du Catalina et, avec beaucoup de difficultés, s'envola vers Gibraltar. Là, il assista à un conseil de guerre tenu par Eisenhower et Clark. Eisenhower savait jusqu'où il voulait aller, mais Giraud s'avérait être un interlocuteur exigeant, et il n'était pas encore à Alger. Dans le désert, Rommel faisait retraite habilement, harcelé par le très méthodique Montgomery. Les prisonniers de l'Axe étaient évacués vers l'arrière. L'aviation du désert contrôlait le ciel. Il était minuit moins une dans les colonies vichistes d'Afrique du Nord. L'heure de la décision était venue pour les troupes et leur haut commandement. Murphy lança un dernier appel au général Juin, commandant des forces françaises en Algérie, lui demandant de faire déposer des armes à ses troupes. Juin fit remarquer qu'un tel ordre serait immédiatement annulé par Darlan. Le vrai fou du roi, dans le scénario Torche, était maintenant à Alger, officiellement en visite privée. L'opération Torche fut lancée le 8 novembre à l'aube. Les troupes centre et ouest furent chaudement reçues par les unités navales françaises. Les débarquements se firent dans la plus grande confusion. À Casablanca, les troupes qui poussaient vers l'intérieur furent assez vite l'objet de combats de rue violents. Mais l'amiral Darlan, fin renard et sentant le vent tourner, avait déjà donné l'ordre à Alger de se rendre. Le 11 novembre, il signait l'armistice avec les Alliés. Le choix des partenaires commençait. Darlan, l'homme que les Américains avaient toujours voulu, était maintenant dans le camp allié. Giraud et De Gaulle étaient hors jeu. La réaction de Hitler fut très prompte. Le soir du 11 novembre, la totalité du territoire français était sous occupation allemande et le gouvernement de Pétain réduit au rôle de pantin. Le 27 novembre, la flotte française se sabordait en rade de Toulon plutôt que de tomber dans les mains de Hitler. Le triomphe de Darlan fut de courte durée. Dans la nuit de Noël 1942, il était assassiné par un jeune gaulliste. Les jours de Rommel en Afrique étaient comptés. Hitler le rappela le 6 mars 1943. La campagne de Tunisie avait heureusement appris aux Américains à respecter l'ennemi qu'ils devaient affronter. Les durs combats qu'ils avaient dû mener leur apportèrent l'expérience qui leur permettrait de faire face au combat pour la libération de l'Europe. Les deux missions du Séraph sont deux hauts faits d'armes dans une carrière exceptionnelle qui dura bien après 1945. Bill Jewell et son équipage avaient démontré que la chance sourit aux audacieux. Eisenhower n'eut jamais aucun doute sur l'importante contribution du Séraph à l'opération Torche. Bill Jewell fut décoré de l'Ordre du Mérite, la plus haute décoration américaine dont puisse être honoré un étranger.
Selon les estimations de Eisenhower, le HMS Seraph et son magnifique équipage avaient sauvé des milliers de vies humaines côté allié.